Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Be Harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Et cette semaine, je reçois Thibaut Lévy-Martin, le fondateur et co-CEO de Partout, la pépite française du Web2Store. Partout vient de lever 15 millions d'euros pour continuer d'accomplir sa mission, aider les commerçants à travers le monde. Thibaut nous dévoile la belle culture de Partout et comment celle-ci a été et continuera d'être fondamentale dans leur développement. Bonne écoute à tous. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va super bien, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Tu me reçois, t'as la gentillesse de me recevoir au Cargo dans une salle qui est immense. C'est un royaume juste pour nous. Donc c'est super cool. Avec plaisir, moi aussi je suis très content d'avoir l'occasion de discuter avec toi. Alors, je vais te repasser par un exercice un peu obligatoire du coup sur les podcasts. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, pour qu'on sache un peu qui tu es ? Ouais, bien sûr. Donc moi je suis Thibaut Lévy-Martin, j'ai 31 ans et je suis fondateur de l'entreprise Partout que je dirige. Donc je suis co-CEO, on a un deuxième CEO qui s'appelle Thibaut également. Et en parallèle de ça, je suis business angel, j'aime bien investir dans des projets assez naissants et j'ai aussi créé d'autres entreprises, mais pour le coup dans lesquelles je suis pas opérationnel. Là, j'essaie de m'entourer de d'autres entrepreneurs qui vont les diriger au jour le jour. Ok, super. Du coup, c'est l'entreprise que tu finances en fait dès le début. Tu prends voilà, je finance, j'ai l'idée, je finance, j'essaie de trouver les fondateurs et voilà, je les réunis, je les fédère autour de cette idée et après c'est eux qui prennent la main sur le projet pour le développer. Tu vas devenir ton startup studio personnel, quoi. C'est un petit startup studio en effet. Ouais. Super cool. Et du coup, si on revient à Partout, je pense que les gens connaissent un peu le nom Partout parce que vous commencez à avoir pas mal d'expositions, vous êtes une énorme croissance, etc. Mais les gens savent pas forcément toujours ce qu'il y a derrière. La boîte. Et tu peux nous expliquer un peu juste ton produit et ce que c'est Partout. Ouais, alors c'est simple. Nous, on édite un logiciel à destination des magasins et notre mission, c'est justement d'aider les magasins à développer leur activité avec Internet. Ok. On a plusieurs produits qui permettent de faire ça. On a un premier produit qui s'appelle Présence, où l'idée c'est que les magasins nous envoient les informations de leur établissement, donc adresse, horaire, photo, numéro de téléphone. Et nous, on les synchronise automatiquement sur tout un tas de sites qui sont importants pour leur activité. Donc, typiquement, il y a Google, Facebook, Waze, Apple Plan, Foursquare, etc. C'est toi, c'est surtout des notifications qui me disent tournez à droite, il y a un super magasin ici. En plus, il vous peut-être une réduction si vous y allez. Alors ça, c'est Google qui fait ça. Ok. Ou le GPS sur lequel tu te trouves. En revanche, justement, nous, on a un rôle qui est de transférer l'information juste du magasin aux différents annuaires, moteurs de recherche, GPS, site d'avis et tout ça. Donc, par contre, si tu arrives au bon endroit, si le GPS t'amène bien à l'entrée du magasin, et que c'était un de nos clients, c'est probable qu'on ait contribué à ça très fortement. Ok, du coup, t'envoies des flux, ou je sais pas comment ça. Exactement, on envoie beaucoup de flux. T'agrèges tout ça et ça SM dans. Exactement. Sur tous les sites. Ok. Donc ça, c'est un premier produit. Après, on en a un qui s'appelle le Review, où là, on centralise les avis que les magasins vont recevoir sur Google, Facebook et TripAdvisor sur notre interface pour qu'ils puissent les gérer depuis partout sans avoir à se connecter sur une interface, puis se déconnecter, puis se reconnecter sur un autre truc. Et après, on a un troisième produit qui s'appelle le Review Booster, où là, on aide les magasins à générer beaucoup plus d'avis positifs sur leur fiche Google. Et en fait, tout ça, ça a un impact qui est, évidemment, ça les aide à gagner en visibilité, mais aussi, ça les fait remonter beaucoup plus haut dans les résultats de recherche de Google, sur des recherches concurrentielles comme, dentiste à Mulhouse, coiffeur à Toulouse, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu connais pas, tu cherches un dentiste, typiquement, si tu vois qu'il est bien noté, qu'il a 35 millions d'avis positifs grâce à Partout, tu vas aller chez lui, quoi. Surtout les dentistes, a priori. Surtout les dentistes. Pas envie de se planter. Non, c'est clair. Mais même les restos, c'est pareil. Ouais. C'est vrai que très souvent, mes copains me disent, ouais, tu vois, là, c'est 4,9 sur Google. Je pense que c'est bon. Je pense que ça devient vraiment un critère essentiel dans le choix des établissements dans lesquels on va, ouais. Et alors, du coup, aujourd'hui, t'as une logique, vraiment, éditeur de logiciels. J'imagine que ça n'a pas commencé, comme ça. T'as créé Partout, on était en 2014, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. T'étais encore étudiant. Tout à fait. À l'ESSEC. Et alors, du coup, est-ce que tu te dis directement, je vais créer un logiciel avec 3 produits qui permettent de faire ça? Ou est-ce que tu te dis autre chose? Du coup, c'est quoi l'idée qui te vient? Comment ça se passe? Non, dès le début, l'idée c'était quand même de créer un logiciel. En fait, moi, la manière dont j'ai eu l'idée de Partout, c'est que dans le cadre d'un cours, j'ai été amené à rencontrer des commerçants pour leur poser des questions sur comment ils utilisaient Internet pour leur activité. Et j'en ai rencontré un qui est dans le Val d'Oise, à Enghien-les-Bains, qui s'appelle Serge. Et Serge a répondu à mes questions. Et après, il m'a demandé si j'accepterais de passer une après-midi dans son restaurant pour l'aider à mettre à jour les photos de son restaurant partout sur Internet. En gros, son restaurant était bleu, il l'avait pas en rose, et il voulait que le monde entier le sache, mais il savait pas très bien comment faire, sur quel site il fallait mettre à jour cette information, comment procéder et tout. Et donc,
étant jeune et il a eu le sentiment que je m'y connaissais beaucoup sur tout ce qui était Internet de manière générale. Il m'a demandé de l'aider. J'ai passé une après-midi dans son resto et en fait, je pensais que ce serait très simple et que ça me prendrait que quelques minutes. En réalité, ça m'a pris beaucoup de temps parce que déjà identifier les plateformes importantes pour son activité, c'était difficile. En 2014, il y avait beaucoup d'annuaires, de sites d'avis, etc. Maintenant, ça s'est un peu réduit. Et ensuite, il y avait des sites sur lesquels la mise à jour était impossible et d'autres sur lesquels c'était tout simplement tout très compliqué. Et en final, en sortant de cet après-midi avec Serge... Et tu fais tout à la main. Et voilà, l'idée c'était de tout faire à la main et c'est justement en sortant de cet après-midi, je me suis dit tiens, c'est quand même... C'est tellement painful que... Ouais, c'est dommage, il y a probablement des dizaines de milliers de commerçants qui ont la même problématique que lui et donc je vais créer une plateforme où ils pourront enseigner une fois les informations de leur établissement et ça fera cette mise à jour absolument partout sur Internet. Et j'avais déjà l'idée de faire payer un abonnement sur la base d'un prix par établissement par an. Donc si une personne avait plusieurs établissements, il allait payer X fois le prix par établissement. Et pour jouer un peu à l'idiot, comment tu factures un abonnement quelque chose comme ça? Parce que typiquement, le restaurateur dont tu me parles, t'es arrivé chez lui, t'as passé 4 heures à te saigner pour rentrer toutes ces informations en ligne, et puis c'était fait. Pourtant, t'arrives à facturer aujourd'hui un modèle d'abonnement. Qu'est-ce qui fait que t'arrives à passer sur du récurrent, ce qui est hyper aidant pour Scaled? En fait, au début, c'était de l'information assez statique, mais rapidement, elle est devenue assez dynamique. Déjà, les horaires, dans un contexte comme avec le Covid, les horaires, ça change vraiment régulièrement. Ensuite, t'as les jours fériés. Je sais pas si t'as déjà vu, mais sur Google, typiquement, quand t'as un jour férié et que tu cherches un établissement, fermé ce jour. Voilà, et c'est écrit en vert quand ça veut dire que l'établissement a bien mis à jour l'information, et en orange quand c'est pas le cas. Et ceux les horaires sont en orange ne remontent pas très haut dans les résultats de recherche. Google privilégie toujours l'information qu'il sait être la plus juste. Donc déjà, t'as le changement d'horaire. Après, t'as aussi la publication de photos, la publication d'actualités, genre je fais une promotion, un événement, ce genre de choses. Et donc, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ces différentes plateformes, c'est aussi des relais de communication. D'ailleurs, une page Facebook ou Instagram, c'est un bon exemple de ça. Tu vas essayer d'entretenir ta communauté à travers des contenus de publication, des contenus publiés régulièrement. On voit ton magasin, autrement que si on passe dans la rue et qu'on tombe dessus, quoi. Tout à fait, ouais. Ok, je vois tout à fait. Et alors du coup, un truc qui m'a beaucoup intéressé en préparant ce podcast, c'est du coup, t'entreprends en étant étudiant. Alors ça se démocratise de plus en plus, mais tu vois, un conseil qu'on on m'a toujours donné, par exemple, c'était non, mais tu monteras une boîte plus tard, travaille quelques années, prendre l'expérience, et après tu verras. Pourquoi toi tu t'es lancé là-dedans et qu'est-ce que ça fait d'être un CEO super jeune du coup? Je me suis lancé là-dedans. Pour moi, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est le moment de ma vie où j'ai le moins de risques et le moins de contraintes. Et donc, j'avais pas de contraintes familiales particulières. Et je me suis dit, au pire, je me plante. Ça va me faire une expérience tellement solide que je pourrais la revaloriser d'une autre manière. Donc, j'ai trouvé, moi, à l'inverse, que c'était le meilleur moment pour le faire. Et si c'était à refaire, je le referais vraiment à ce moment-là. Et après, le fait d'être relativement jeune, il y a quand même maintenant beaucoup de CEO qui sont jeunes. Pour moi, c'est pas une difficulté particulière à condition d'arriver à s'entourer des bonnes personnes. Par contre, au début, c'est vrai que c'est un peu difficile quand on est en école de trouver des collaborateurs avec lesquels bosser, surtout s'ils sont pas étudiants de leur côté, parce que tout le monde a un peu peur de la jeunesse, la candeur, etc. Donc, et puis c'est hyper dur en fait de trouver tu te lances tout seul, c'est hyper dur de trouver quelqu'un pour le faire avec toi, et t'as pas un profil tech, si je me trompe pas, parce que t'es diplômé de l'ESSEC, et de Dauphine avant ça, je crois. On t'apprend plein de super choses, mais pas à créer des SaaS, du coup. Et comment tu fais justement pour réussir à attirer quelqu'un pour venir t'aider sur la partie tech de ce produit et arrêter d'être juste quelqu'un devant son ordi qui rentre des trucs à la main dans des... Alors c'était difficile. Déjà, la première chose, c'est que j'ai fait une première recherche d'associés techniques, CTO du coup, avant d'avoir des clients. Et là, je me suis vite aperçu que ce serait pas possible parce qu'en fait, j'ai réalisé que les ingénieurs, ils étaient dragués véritablement par plein de personnes d'écoles de commerce, et donc les convaincre sur la base de on se connaît pas, j'ai une idée mais je suis pas sûr que ça va marcher, c'était difficile. Eux, ils allaient plutôt vers des projets où ils sentaient que c'était quand même relativement sérieux. Donc là, moi, j'ai commencé à aller chercher justement des clients. Et là, ça a aidé déjà dans l'argumentaire, mais j'ai trouvé que c'était pas suffisant encore. Et là, il y a quelque chose qui m'a aidé en supplément, c'est que au début de partout, j'ai fait rentrer un associé financier qui s'appelle Olivier, qui était directeur financier d'Amazon France à l'époque. Et en fait, j'ai utilisé son nom, le fait que lui m'ait fait confiance comme étant un gage de sérieux de mon projet et du fait que ça allait vraiment cartonner. Et ça, c'est vrai que ça m'a aidé aussi à trouver mon premier CTO, Quentin,
qui était étudiant à l'ESSEC, qui faisait le master central ESSEC en l'occurrence, et on partageait un cours ensemble. Et du coup, voilà, je lui avais dit, voilà, regarde, j'ai des clients, j'ai déjà quelqu'un qui a financé la boîte et qui en plus est quelqu'un qui a quand même une belle carrière. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, donc tu peux y croire, fais-moi confiance. Ok. Et au moment où tu crées Partout, c'est quoi ta vision pour Partout? Qu'est-ce que t'ambitionnes que ça devienne? Parce que c'est aussi un truc qui peut t'aider à trouver des gens. Tu vois, on voit aujourd'hui l'exemple des boîtes à impact. Elles ont beaucoup moins de mal, je pense, à trouver des associés, même si le projet est hyper récent, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de traction, mais on va résoudre un vrai problème, quoi. Du coup, toi, comment tu avais quoi comme ambition et comme vision pour Partout à l'époque? Moi, au début, mon objectif, c'était vraiment d'apprendre. Je me suis pas dit, en créant Partout, c'est la boîte de ma vie, voilà, j'ai passé 30 ans dessus, le potentiel est énormissime. Je me suis dit, il y a un besoin, il y a un marché. Je sais depuis très longtemps que je veux entreprendre et je cherchais un peu l'idée où je le sentais vraiment bien. J'avais fait déjà des tentatives précédemment et ça n'avait pas marché. Et donc, je me suis dit, go, c'est parti. Et je me suis dit, bon, voilà, ça va certainement une boîte de 100 personnes, quelque chose comme ça. Voilà, je pensais pas que ça pourrait être plus gros que ça. C'est différent de mon état d'esprit actuel, du coup. Mais je voyais plus ça comme une manière d'avoir un apprentissage vraiment accéléré et créer une expérience très forte que je pourrais réutiliser dans d'autres projets entrepreneuriaux. C'était un peu ça que j'avais à l'esprit. En fait, c'est hyper simple parce que du coup, t'as vraiment fait les choses les unes après les autres, entre guillemets, quoi. Tu t'es pas dit, je vais créer Facebook ou un truc qui va me rendre riche à 1 million. Tu t'es dit, je vais y aller, mettre les mains dedans, voir comment ça fait et voir comment ça évolue et apprendre sur la route, quoi. Et t'es vraiment avec cette volonté-là, quoi. Exactement, ouais. Ouais, c'est super simple parce que du coup, tu peux souvent rencontrer des gens qui vont dire, ouais, je monte une boîte, ça va révolutionner le monde, tu vois. Bon, en général, tu les revois pas trop parce que c'est pas trop comme ça que t'arrives forcément, enfin, sauf quelques illuminés, tu vois, mais tout le monde est pas Elon Musk, quoi. Donc, donc je vois, ouais. Et du coup, enfin, très très vite, tu lances Partout, ça prend plutôt bien. C'est quoi les étapes structurantes de ton passé de start-up? Parce que je sais pas si on peut encore parler de start-up pour Partout, au sens où boîte qui cherche son business model, tu vois. C'est quoi les grandes étapes un peu sur Je dirais qu'il y a une première étape qui était, si c'est vraiment d'un point de vue commercial, la première étape, c'est le fait de trouver nos premiers clients commerçants indépendants et d'arriver à une centaine de personnes à peu près qui avaient accepté de s'abonner à Partout alors qu'il n'y avait pas de produit, tout était fait à la main justement. Deuxième étape, ça a été d'aller plutôt vers le milieu des enseignes, parce qu'en fait les commerçants c'était un milieu difficile. Enfin, j'avais vraiment beaucoup de mal. C'est laborieux et tu peux pas scaler, quoi. Voilà, je voyais pas comment scaler. Alors maintenant on sait, parce que maintenant on fait de la vente par téléphone, etc. Mais et du coup après on a commencé à faire la vente aux enseignes et là c'est vrai que ça a pris assez rapidement pour le coup. Les enseignes, c'est genre tu vends à Carrefour, à Auchan, Carrefour, Auchan, Louvre-Hôtel, BP, Intermarché, c'était nos premiers clients typiquement. Et là en 6 mois on a fait à peu près 100 000 euros d'ARR. Ouais, donc il y avait vraiment un besoin sur le marché, donc c'était génial. Parce que eux, du coup, tu signes un contrat groupe et ils t'envoient les datas de tous leurs magasins. Exactement. Et du coup, d'un seul coup, c'est des mannes qui sont beaucoup plus importantes et ça amorce la pompe, quoi. C'est comme ça que tu peux vraiment commencer à scaler. Voilà. Et ils payaient en plus au début de la collaboration, donc on avait un BFR négatif, donc ça c'était parfait pour pouvoir recruter les gens et tout ça. Donc ça, je dirais que c'est la deuxième étape. Et après, troisième étape, ça a été l'ouverture à l'international en 2016, où on a commencé à ouvrir l'Espagne. Ensuite, en 2017, on a ouvert l'Italie. Après, en 2019, on a fait l'accord avec Webedia. Et donc, c'est un accord où ils ont pris une participation majoritaire dans l'entreprise. Et ça, c'était vraiment un événement très important parce que l'objectif, c'était de nous aider à grossir à l'international. Webedia, ils ont des bureaux dans plus de 10 pays. Et donc, lancer des opérations dans un pays, c'était beaucoup plus simple avec eux parce qu'ils étaient déjà juridiquement en place, ils pouvaient nous aider à recruter la personne, ils pouvaient nous aider à facturer les clients. Donc typiquement le Brésil, ça s'est fait vraiment ultra rapidement grâce à leur aide. C'est l'unfair advantage qui t'aide à prendre des pays beaucoup plus rapidement, quoi. Exactement. Et on savait que l'expansion internationale, ça allait être un sujet. Donc là, toute la partie logistique était quand même, on était bien en avance grâce à Webedia. Ça, c'était un premier aspect pour lequel ils nous ont aidés. Après, il y avait un aspect qui était plutôt les clients. En fait, on partage les mêmes clients. Et ils nous ont mis en relation avec des enseignes en nous faisant parler aux bonnes personnes. Et ça nous a aidé à signer des contrats vraiment importants avec le groupe Casino, le groupe Barrière par exemple aussi. Et après, financièrement, en fait, Webedia nous prêtait de l'argent si jamais on voulait accélérer.
Et donc ça faisait partie de ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Et justement, si on t'écoute, c'est tout bénef comme partenariat, enfin, comme, je sais pas si tu parles de rapprochement, d'acquisition, je sais pas quel est le bon mot que tu choisis pour parler de ça. On dit du partenariat stratégique, voilà. généralement. C'est toujours un petit peu dur à formuler. Mais, et pour autant, il y a pas mal d'acquisitions qui se font tous les ans comme ça en France. Un exemple, par exemple, un exemple que le tien, c'est celui de Shine, qui s'est fait racheter par la Société Générale. On a parlé avec Mathilde Callet de leur DRH sur ce podcast d'ailleurs. D'accord. Pour eux, c'est pareil, ça se passe super bien, mais pour autant, ça a beaucoup fait réagir. Et on a parlé de manque d'ambition des startups françaises, etc., même au-delà de ça. Quand je vois une nouvelle comme ça, je me dis toujours un peu, en fait, ils vont arriver, ils vont avoir un truc de vesting, c'est-à-dire en gros, on va te racheter des parts, mais graduellement, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le vesting. Et en gros, tu vas attendre, je sais pas, 5 ans, le temps de pouvoir vester toutes tes parts, et après tu vas te barrer, et ta boîte va perdre son âme, et, indépendamment du CEO ou pas, tu vois, mais t'as un côté, ces boîtes-là peuvent vite perdre leur âme et devenir juste une BU d'un grand groupe, quoi. Comment t'as fait en sorte de t'assurer que Webedia, n'aspire pas à l'âme de partout, ouais. C'est un point qui est super important parce que pour le coup, nous, le critère essentiel quand on a fait cet accord, et c'était vraiment le critère essentiel quand on discutait avec des fonds aussi, parce que c'était un moment où on parlait avec des fonds d'investissement, c'était garder notre indépendance, garder notre autonomie, pouvoir continuer à diriger partout comme on l'avait fait jusque-là. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec Webedia. Déjà, je pense qu'un des premiers éléments qu'on a décidé de faire, c'est garder nos locaux et ne pas aller dans les locaux de Webedia qui sont à Levallois. Mm-hmm. Parce qu'on pensait que ça allait probablement un peu altérer la culture, ce qu'on avait réussi à construire jusque-là. Et je pense que c'était vraiment une excellente décision pour le coup. Et après, c'est se mettre d'accord aussi avec le management de Webedia sur un peu notre philosophie de l'entrepreneuriat, comment on voulait diriger notre entreprise. Et on a mis ça sur un pacte d'actionnaires pour expliquer très clairement à quel moment ils pouvaient grosso modo mettre le nez dans les affaires si jamais ça se passait mal. C'était un peu ça. Donc c'est définir un peu le contour de ce partenariat. Et ça se passe vraiment très bien. Fondamentalement, Webedia, ça reste des entrepreneurs qui ont une stratégie de croissance externe qui est très très intense. Et du coup, ils ont pas le temps de s'occuper de ces boîtes-là. Donc en fait, ils s'associent avec des entrepreneurs et ils essaient de mettre en place les ressources nécessaires pour les aider au mieux. Mais donc c'est une boîte d'entrepreneurs qui travaille avec des entrepreneurs. C'est pas une boîte qui est là pour dire fais ceci, fais cela, va là-bas, etc. C'est pas du tout leur philosophie. Et ça, on l'avait rapidement identifié. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup plu. Et ça marche comme ça depuis le début. Et ça marche très très bien du coup. Donc au final, c'est cette compatibilité de culture, si on peut parler de ça, qui te fait choisir en fait donc de rejoindre Webedia plutôt que de passer par une levée classique avec des financiers, quoi. Au-delà de la culture, c'était vraiment une vision partagée. Au moment où on a fait l'accord avec Webedia et qu'on parlait avec des fonds, on avait vraiment une ambition pour partout qui était forte, internationale, etc. Et on voyait que Webedia était là, ils y croyaient, ils avaient la même conviction, ils voulaient nous aider à la réaliser, cette ambition, alors que les fonds, la majorité de ceux avec lesquels nous avons parlé, on voyait que c'était vraiment un placement financier. Surtout que tu dois être une boîte hyper intéressante pour un fonds. Je suis pas un grand financier, mais en gros, quand t'es une boîte qui a que de l'ARR, tu peux lever énormément et c'est ce qui intéresse les fonds, quoi. Ouais, en plus à ce moment-là, on faisait 2,5 millions d'ARR, on n'avait jamais levé de fonds, donc c'était en effet assez intéressant. Les multiples de valo et trucs comme ça, mais ça doit être plutôt très très intéressant pour un fonds, quoi. Ouais, non, c'était intéressant pour eux. Mais du coup, voilà, c'était juste un placement financier et nous, on voulait pas uniquement ce type d'accompagnement, on avait envie d'aller un peu au-delà de ça. Et Webedia s'est clairement démarqué à ce niveau-là, du coup. Okay. Donc ça c'est un peu la consécration qui permet d'aller encore plus loin. Mais si on revient un peu sur avant Webedia, parce qu'avant ça, du coup, tu fais le choix pendant assez longtemps de te développer sans lever, si je comprends bien. Oui. Et alors du coup, du coup, t'as le modèle qui va bien pour, mais pourquoi ce choix parce que t'as des gens qui veulent lever le plus vite possible, et en fait, c'est un critère de succès pour un entrepreneur de dire, j'ai levé 50 millions. On s'en fout ce que t'en as fait, tu les as cramés, etc., tu vois. Mais moi, j'ai levé 50 millions, donc je suis un entrepreneur de génie et c'est bon, quoi. Ouais. Non, nous, en fait, on était arrivé à un moment de notre histoire où finalement, on avait besoin d'accélérer, notamment en termes de recrutement, essentiellement pour des ingénieurs. On avait quelques difficultés sur notre produit à ce moment-là. Et on ressentait que l'équipe avait besoin de montrer qu'on allait franchir une étape, grosso modo. Okay. Donc on s'était dit que lever cet argent allait nous permettre de souffler un peu, de potentiellement payer un peu plus certains ingénieurs et donc en trouver plus facilement, quoi. Ouais. Et d'améliorer les problèmes qu'on avait sur la plateforme et du coup de délier plein de soucis qu'on pouvait avoir à côté, quoi. Donc c'était un peu ça l'objectif initialement. Okay.
Et là, en fait, on est en train d'annoncer justement avec Webedia une nouvelle phase de notre développement où Webedia on fait une augmentation de capital de 15 millions d'euros. C'est exclusivement Webedia qui. Et c'est exclusivement Webedia. Et là, l'ambition, elle est différente. C'est que au cours de l'année 2020, on s'est aperçu que notre produit, tous les magasins en avaient besoin de manière générale, que le taux d'équipement sur le marché, il était très 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 faible. C'est moins de 1% des magasins dans le monde qui sont équipés d'une solution comme la nôtre. Et donc il y a encore un énorme marché. Il y a vraiment un énorme marché. C'est dire. En termes de produits, là en début de podcast, j'ai décrit nos 3 produits, mais on est convaincu que c'est le tout début de ce qu'on va faire, parce que nous, ce qu'on veut être, c'est vraiment l'application de référence utilisée par les magasins dans le monde pour développer leur activité avec Internet. Donc ça veut dire faire du click and collect, faire de la réservation. C'est une cross-sell qui est immense en fait sur ce genre de. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, et surtout, je pense que l'élément déterminant du pourquoi on a décidé d'accélérer avec ces 15 millions. C'est le fait qu'on a une vision assez unique du marché. Nous, on veut aider les magasins. C'est vraiment notre mission, c'est ce qu'on veut faire. C'est avoir un impact sur leur activité, les aider à se développer. Et ça, certains de nos concurrents n'ont pas trop cette approche. Ils sont plutôt l'approche aller parler aux directions marketing des enseignes, typiquement. Donc, nous, on leur parle, mais par contre, l'idée, c'est que notre outil soit utilisé malgré tout en magasin à la fin. Et du coup, t'as un truc assez puissant en fait derrière qui te porte en termes de discours, même de discours commercial. C'est au final cette vision-là. Au final, tu leur parles de ça, avant de leur parler de chiffres, de ROI, de ce que tu veux, t'as ce truc-là qui soutient tout ton discours. Et j'imagine que c'est assez différenciant aussi pour partout, quoi. C'est assez différenciant, ouais, pour le coup. Et ça a un impact évident aussi sur le produit, parce que quand tu fais un produit aux directions marketing, il a pas le même niveau de complexité qu'un produit qui est pour les magasins. Les magasins, ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent un truc très simple et tout ça. Donc, nous, on investit beaucoup sur cette simplicité. Avoir moins de fonctionnalités, mais avoir les principales, celles qui font vraiment du sens pour ces magasins-là. Et donc forcément, ça nous différencie des autres acteurs du marché. Et du coup, donc tu nous parlais de cette croissance, et fait d'aller encore plus loin, donc tu peux aller à l'étranger, etc. C'est pas un secret, tu recrutes beaucoup. Je crois que c'est dans ton titre LinkedIn, celui de Thibaut, donc Thibaut Renouf, l'autre CEO de partout. Tu recrutes 140 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 185. Tu vas doubler la taille de ton équipe en 1 an à peu près. Ça va, tu le vis bien, pas trop stressé? Bah évidemment, c'est un peu stressant, notamment. Moi, je pense que ça fait faire l'objet des discussions qu'on va avoir juste après. Mais sur la notion de la culture, je pense que c'est un des éléments très forts de partout. Ce qui a fait notre succès jusque-là, c'était les gens de la boîte. Ce qui fera notre succès demain, c'est les gens de la boîte avant tout. Et donc, on a vraiment travaillé dur pour avoir une bonne culture d'entreprise, que les gens se sentent bien, créer des liens forts avec les personnes. Et donc là, quand on augmente autant le nombre de collaborateurs, c'est forcément un gros challenge de s'assurer que la culture reste la même, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit transmise facilement, etc. Donc c'est plus cette partie qui est une zone de stress, mais bon, on en a conscience et on travaille dur dessus pour essayer de faire en sorte que ça marche bien et qu'on garde la même culture, voire même qu'on la renforce encore plus, quoi. Et en même temps, cette culture, sur laquelle tu as effectivement beaucoup travaillé, et on va y revenir, c'est déjà un socle en fait, sur lequel tu peux t'appuyer pour envisager une phase de croissance comme ça, de manière assez confiante, quoi. Oui. Enfin, tu sais quelles sont tes valeurs, tu sais quelle est la culture de partout. T'as un truc à transmettre effectivement, mais t'as pas un truc qui est dans ta tête. Alors qu'à l'époque, quand t'as créé partout, la culture de partout, c'était la culture de Thibaut, quoi. Enfin, complètement. Ce truc, c'est élargi. Et au final, mais t'as formalisé tout ça, et ça te permet de te dire aujourd'hui partout c'est ça, et ça c'est pas partout, quoi. Exactement. Et ça c'est essentiel, ça, je pense. C'est vraiment avoir quelque chose de très clair, une culture qui corresponde vraiment aux personnes qu'on est dans la boîte, et pas des valeurs complètement inventées juste parce que ça fait joli, mais faut vraiment que ça transpire à travers les gens, en fait, cette culture, ces valeurs de boîte et tout. Donc nous, ça fait longtemps qu'on a travaillé dessus, honnêtement, depuis le début de partout. On a vraiment planché pour bien définir une culture claire. Ouais, avec Benoît, mon associé, au début de partout, je crois qu'on s'était dit que dès qu'on atteignait 10 collaborateurs dans la société, c'est-à-dire compris, il fallait avoir des valeurs qui soient écrites. Et donc, c'est arrivé assez rapidement, finalement. Donc, très tôt, on s'est posé une après-midi, on a bossé pendant 2-3 heures, et on s'est revus à plusieurs reprises après. Et on avait vraiment essayé de définir les valeurs qui nous représentaient et celles qu'on avait envie de graver dans le marbre, en fait. Et donc, de ça est ressortie la notion de fun. Voilà, on s'est dit, quand même, on passe beaucoup de temps au travail, c'est important de pouvoir rire avec ses collaborateurs, mais ses clients aussi, ses fournisseurs, enfin, de pas se prendre la tête et de pas se prendre au sérieux surtout. Il y a la notion de curiosité aussi qui était importante pour nous. Voilà, on avait envie d'être avec des gens, on était des gens comme ça et on avait envie d'être entouré de personnes qui avaient envie d'apprendre en continu, qui étaient curieux, qui challengeaient de manière générale tout le temps, en fait. Et après, Benoît, il a eu l'idée,
génial de mettre l'empathie comme troisième valeur. Et l'empathie, c'est vraiment une valeur, ça nous reprend vraiment très bien maintenant, c'est vraiment notre ADN, c'est-à-dire se mettre vraiment à la place des autres. C'est très résonnant ce que tu me disais juste avant sur on veut un produit que les commerçants puissent utiliser, puissent comprendre, etc. Et tu le conçois du coup en empathie avec eux. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est d'aider les gens de manière générale et d'être à leur écoute. Et ça s'applique dans plein de situations. Ça s'applique pour des partenaires, pour des clients, mais aussi pour les collègues. Quand un collègue ne va pas, essayer de trouver comment on peut l'aider, le soutenir et tout. Et ça, je pense que ça, c'est marrant parce qu'au début, on l'avait vraiment vu comme une valeur par rapport aux gens qu'on recrute, par rapport aux gens qu'on garde et par rapport aux gens qui doivent partir, du coup, si jamais ils la partageaient pas. Mais la réalité, c'est que ça a eu un impact très fort sur notre produit et nos relations avec nos clients. Et maintenant, le service client, c'est vraiment une de nos grosses forces sur le marché. C'est-à-dire que nous, chez Partout, on se démène pour essayer de faire en sorte d'aider nos clients et de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier au mieux de la plateforme et développer leur activité. Et donc, on fait toujours l'extra mile pour aller au-delà de ce qu'ils attendent et apporter un niveau de satisfaction qui est énorme. Voilà, exactement. C'est vraiment gravé dans le valeur. Je suis ravi de ce que tu racontes, en fait, parce que nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer tout le temps à nos clients, à nos prospects, etc. Justement, tes valeurs, c'est pas juste un truc de RH, entre guillemets, tu vois. Ouais. C'est un truc qui va vraiment, lorsqu'elles sont sincères et pas faites par la direction marketing sur un coin de table avec des jolis mots qu'on a peints, c'est un truc qui va infuser tout ce que tu fais. Et toi, même en tant que CEO, j'imagine que ça donne aussi une certaine assurance. Si tu sais que le recrutement a été bon, que t'as pris des gens qui partagent ces valeurs, que ces valeurs-là, elles sont communiquées, tu sais que n'importe qui peut aller voir tes clients, tes prospects, tes fournisseurs, etc. et t'es tranquille, entre guillemets, tu vois. Ouais, l'image de la boîte est préservée, on a confiance envers les personnes avec lesquelles on travaille. Je suis bien d'accord. Mais du coup, on avait atteint une limite à un moment, tu vois, c'est que on s'est dit que 3 valeurs, c'est pas assez pour nous représenter. Et donc là, il y a quelques mois, on a décidé d'en rajouter. Donc on a rajouté notamment la notion d'impact. Ouais. En fait, on s'est dit que nous, chez Partout, on voulait être entouré de personnes qui avaient envie d'avoir un impact positif sur la société, d'aider les magasins, et pas juste des personnes ambitieuses qui avaient envie de rejoindre une société en pleine croissance. Mais des gens qui étaient à la recherche de sens. On va passer un paquet au moment où tu commences à grandir. Ouais. Dans ce coup, tu reçois beaucoup plus de CV, quoi. Exactement. Et c'est ça pour le coup, c'est vrai que la croissance, ça attire beaucoup les gens. Et nous, on était vraiment attachés à cette notion de sens, en fait. Tu vois, nos produits, notre service, de manière générale, ça a du sens. Ça a du sens pour les commerces, ça a du sens pour la société, parce que le commerce est essentiel dans les sociétés aujourd'hui. Et on voulait que les gens aient conscience de ça et qu'ils aient envie de se lever le matin en disant, OK, génial, je vais travailler sur cette mission et j'adore ça. Ça, l'impact, c'est vraiment une valeur qui est importante pour nous. Après, il y a la notion de simplicité aussi, donc ça résonne un peu à ce qu'on s'est dit. Nous, bien sûr, on s'adresse à des magasins, donc le produit doit être simple, mais la simplicité, c'est aussi dans la communication, c'est aussi dans les décisions qu'on prend. Et évidemment, c'est un peu lié aussi à une forme d'humilité. Tu vois, nous, chez Partout, on est des gens, quand il y a une victoire, on la célèbre avec humilité. Et ça, c'est les plus belles victoires au final, parce que ça la rend très agréable pour tout le monde, même pour ceux qui ont perdu, entre guillemets, tu vois. Et après, la dernière valeur qui nous semblait importante, c'était la notion d'exigence, parce que on voulait être entouré de personnes, enfin on est des personnes comme ça, et on voulait à l'avenir être entouré de personnes qui vont au fond des choses, qui vraiment essaient de faire un travail de qualité, qui vont travailler dur justement pour s'assurer que le résultat soit là, et mettre la barre haute de manière générale. Et ça, on est convaincu que plus on grossit, plus mettre la barre haute, ça va nous aider justement à scaler et à nous développer et à être entouré de personnes qui sont très talentueuses et arriver aussi à les garder dans l'entreprise, parce qu'au final, je pense qu'en étant entouré de personnes exigeantes qui travaillent dur, et ben ça inspire les collaborateurs, ça donne envie, ça stimule de manière générale. Alors du coup, si je reviens sur un truc que tu m'as dit 3 valeurs, finalement, c'était pas assez pour nous représenter. Tant tu décides d'en rajouter 3 autres. En fait, pourquoi tu dis ça? Tu vois, il y a des boîtes qui marchent très bien. Je prends Back Market, par exemple. Back Market, ils ont une valeur. C'est le sabotage. Et après, voilà, ça se décline dans plein de choses. C'est hyper cohérent avec ce qu'ils font, etc. Et du coup, pourquoi c'était pas assez? 3, finalement. Je pense que la première raison, c'est que déjà, on a commencé à voir que des personnes étaient recrutées et qu'elles étaient un peu en décalage avec, justement, qui on était et les personnes qu'on voulait être. Et moi, ça me semblait important de rappeler aux collaborateurs, parce que maintenant, en fait, moi, je suis plus du tout dans plein de process de recrutement, donc il fallait que d'autres personnes soient vraiment conscientes de ce qu'on recherchait. De rappeler qui on est, qui on veut être, et donc qui on recrute, qui on promeut à des positions avec plus de responsabilité, mais aussi de qui on se sépare. Et de vraiment de marteler ce côté, voilà, nous, les 6 trucs qui nous définissent, c'est ça. Évidemment, il y a plein d'autres choses, mais donc s'il y a quelqu'un qui rentre pas là-dedans,
Donc en fait, c'est un vrai outil de management pour toi. C'est un beau outil de management. Et c'est intéressant parce que c'est un truc dont on parle pas souvent quand on parle des success stories entrepreneuriales. Tu vois, t'as des jeunes entrepreneurs, ils ont monté un truc, ils ont levé des fonds ou pas, enfin, ils ont fait un truc qui a décollé. Ils ont recruté plein de gens, c'est génial, on est une grande famille. Mais en fait, tu dois aussi apprendre des trucs que personne t'a appris à l'école à te séparer de tes collaborateurs, quoi. Et c'est pas quelque chose que t'as envie de faire, je pense, quand tu lances une boîte. Toi, c'est un truc qui a été, c'est passé comment pour toi, et du coup, à quel point tu peux t'appuyer sur tes valeurs pour le faire aujourd'hui, à quel point ça te facilite la tâche? En fait, la réalité, c'est que souvent, se séparer de quelqu'un, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que si on décide de se séparer d'une personne parce qu'elle ne matche pas avec la culture, c'est qu'à un moment, elle-même ne va pas être très bien dans son travail. Forte, elle partira d'elle-même, en fait. Oui, mais bon, après aussi, on veut éviter que, tu vois, des personnes puissent, entre guillemets, le terme est un peu dur, mais polluer. Non, mais c'est pas oui, bien sûr. Tu vois, pareil, on avait Antoine Lecomte de Cheers, que je connais peut-être. Oui. Qui a énormément travaillé sur sa culture aussi, et en gros, lui, il disait, on voit pas de personnes toxiques. Ouais. Et lui, il a très très mal vécu, parce que c'est lui arrivé à un moment de sa boîte, où il reconnaissait plus sa boîte, quoi. Et c'est à ce moment-là que lui a travaillé sur sa culture, quoi. D'accord, ok. Non, mais en tout cas, nous, c'est vrai que la culture, ça nous aide quand même à prendre des bonnes décisions. Maintenant, je pense que depuis qu'on a gravé ces 6 valeurs, qu'on l'a communiqué à tout le monde, là, on est en train d'essayer aussi de un peu transmettre cette information. On va faire un webinar à ce sujet, on essaie d'en parler à d'autres RH et tout ça. Les gens, ils ont intégré ce côté, ok, on a 6 valeurs maintenant. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est parfait et qui a des compétences géniales, mais qui matche pas, il vient pas, quoi. Eh ben, il vient pas. Et du coup, ce process au départ d'émergence et ensuite de revisite de tes valeurs, tu le fais comment? Bon, la première fois, j'imagine que vous êtes 10, vous faites un peu ensemble, comme vous pouvez, quoi. Là, tu le refais. Est-ce que tu décides? Est-ce que c'est toi qui décides? Voilà, les valeurs, c'est ça. Est-ce que tu fais un travail collaboratif? D'où ça? Comment tu fais pour déboucher sur ce beau résultat? C'est une bonne question, et ça a fait l'objet de évidemment pas mal de débats. Moi, j'ai décidé de décider seul. Ok. Parce que des valeurs, parce qu'en fait, je voyais que les gens n'avaient pas forcément conscience de qui on voulait être demain, tu vois. Et des valeurs dont on avait besoin pour nous développer et pour maintenir cette culture. Donc, en gros, on a défini ces 6 valeurs. Et après, par contre, on a inclus l'entreprise et on a demandé l'avis de tous les collaborateurs pour définir des phrases qui mettent en avant ces valeurs, pour que ce soit pas uniquement des mots, mais les faire vivre un petit peu plus. Et donc, là, on a fait un sondage et tout le monde a donné des idées et on a finalement gardé à la fin les meilleures. Ok. Oui, effectivement, un truc que vous avez fait chez Partout, qui est assez génial, c'est que vous avez pas juste dit nos 6 valeurs, c'est ça. Tu t'es attelé à les décliner, quoi. Il y a des comportements, il y a en gros qu'est-ce que ça implique pour toi si tu te comportes comme ça, et il y a un côté what's in it for me aussi. Pourquoi c'est bien de partager ces valeurs-là. Est-ce que ça, tu sens que ça t'aide? Est-ce qu'elles soient vécues? Est-ce que c'est des choses qui évoluent aussi? Est-ce que tu observes des nouveaux comportements par rapport à ces valeurs-là? Qu'est-ce que ça a changé, en fait, de faire ça? Voilà, c'est très récent, donc je peux pas dire ce qui a changé, mais en tout cas, ça nous semblait évident de décrire comment incarner ces valeurs. Est-ce que ça voulait dire pour le collaborateur ce qu'il devait faire, et ce que ça allait lui rapporter par la suite, parce qu'en fait, si c'est juste des mots, ça peut faire un petit peu bullshit, entre guillemets. Alors que là, au moins, ça devient tout de suite concret, quoi. C'est un vrai problème sur les valeurs en général. Ouais. Et c'est quelque chose qui a un peu tué la notion de culture entreprise et de valeurs d'entreprise pendant assez longtemps. C'est que souvent, on mettait, je sais pas, transparence, excellence, voilà. Et voilà, nos valeurs, c'est ça, et voilà, quoi. On s'arrête là. Et du coup, toi, t'as trouvé que c'était important d'aller, je suis complètement aligné avec toi là-dessus, hein, d'aller encore plus loin dans ce process-là pour que ça devienne vraiment quelque chose d'utile, quoi. Ah, nous, ça nous semblait essentiel. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de travailler sur justement une BD, pour représenter nos différentes valeurs avec un personnage qui traverse différentes situations. Et là, on va déménager donc dans 1 mois à peu près, et on va coller cette BD sur les murs justement pour rappeler aux gens, tu vois, les nouveaux, ils arrivent, là, ils lisent la BD, ah, ok, nos valeurs, c'est ça, voilà comment ça se finalise. Enfin, on veut vraiment le marteler partout pour que tout le monde l'ait à l'esprit, quoi. Ouais, c'est génial. Ça me rappelle un peu le principe des culture books, tu vois. Enfin, oui. C'est une manière de le faire, quoi. Le culture comic book, je l'avais jamais vu encore. C'est super cool. Et autre chose qui m'a marqué, c'est qu'en fait, toi, dès le début, tu t'es dit, quand on sera 10, il faut qu'on ait des valeurs écrites. C'est un truc que j'ai rarement entendu, chez des entrepreneurs qui se lancent, parce que tu lances ta boîte, t'es en train de chercher du cash, ton product market fit, etc. T'es pas, enfin, souvent ou alors t'as le côté, mais c'est bon, on est 10, on se connaît, on est dans une pièce, en plus la trois quarts du temps c'est des copains, les copains des copains. Ouais. Pourquoi toi tu t'es dit ça vraiment dès le début? Pourquoi c'était important? D'où ça te venait cette conscience que c'était quelque chose de fondamental? C'est Benoît, je crois, qui l'a suggéré, parce que il avait des copains qui avaient des boîtes un peu plus grosses et qui lui avaient dit, au-dessus de 10, il faut absolument que tu aies des valeurs. Donc c'était pas tellement nous qui avions été très proactifs par rapport à ça. Okay. C'est plus qu'on nous avait mis en garde.
et qu'en même temps le travail cette réflexion on avait envie de la mener, quoi. C'est passionnant, c'est vachement intéressant. C'est intéressant. Tu définis le socle de toutes les personnes qui vont travailler avec toi 8 heures par jour pendant les années à venir, donc c'est super important et c'est vraiment intéressant, et donc on a fait l'exercice avec beaucoup de plaisir à ce moment-là. Et est-ce que toi, en tant que CEO, t'es passé par une phase, c'est quand même un peu ton bébé partout, est-ce que tu t'es passé par une phase où t'as vu la culture de ta boîte s'éloigner un peu de toi et de ton système de valeurs personnelles, et comment tu l'as géré? Il y a eu une phase en tout cas où j'ai eu l'impression d'avoir un peu moins d'impact sur la culture, parce que on était plus nombreux, et parce qu'en fait je pense que c'est vraiment un système de relais, c'est-à-dire que c'était plein de personnes à plein d'endroits qui devaient justement la transmettre. Et ce moment-là, en effet, j'ai été un peu inquiet, parce que je me suis dit, tiens, là, c'est difficile d'avoir le contrôle, et si jamais il y a un changement à mettre en place, c'est super compliqué quand on est nombreux, justement, de remodeler quelque chose au niveau de la culture d'une entreprise. Et je pense que c'est pour ça qu'on a fait des efforts en continu à ce niveau-là. Parce qu'on a toujours, encore maintenant, on a toujours eu, et encore maintenant, peur que on s'éloigne de ce socle de départ. Et on n'a pas envie d'arriver dans une situation où voilà, on doit essayer de ramener les gens vers cette culture qui nous anime tant, quoi. Bah oui, parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Beaucoup plus compliqué, je pense. Si t'as une mutation qui s'opère, en fait, toute la culture va changer, elle va s'éloigner de la vision que t'en as. Donc soit tu recentres très fort sur quelque chose, mais dans ce cas, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui étaient dans un cadre, qui vont plus être dedans, et du coup, tu vas être séparé, je sais pas, de 20% de tes effectifs. Personne n'a envie de vivre. Ouais, c'est vrai. C'est un peu un drame, je pense. Et puis même ta boîte prend un gros coup d'arrêt. Et donc, du coup, justement, est-ce que tu penses que d'avoir travaillé là-dessus très tôt, ça t'a évité des erreurs? Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. Il y a des moments où, même assez tôt, tu t'es dit, ça, c'est, nous, on est comme ça, on va pas prendre telle personne, on va pas bosser avec tel client. On n'a jamais refusé de bosser avec un client pour une raison de culture, pour le coup, je pense. Mais par contre, il y a eu beaucoup de gens qu'on voulait recruter. On s'était dit, le profil est top, il a des compétences, etc. Mais on a refusé parce qu'il matchait pas avec les valeurs. Et justement, la culture, c'est très cool. Quand ça va, tout va bien, etc. C'est super sympa, comme c'est hyper intéressant de réfléchir dessus. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est que c'est hyper aidant quand ça va pas. C'est quoi le moment dur qu'il y a eu pour partout? Et est-ce que tu t'as pu t'appuyer sur ta culture? On a eu alors, déjà, je pense qu'il y a un élément important qui est dans la culture de partout, c'est la chaleur. C'est une culture vraiment chaleureuse et qui crée des relations fortes avec les personnes. En fait, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître, qu'ils passent du temps entre eux. Donc, on fait tout un tas d'activités, que ce soit des soirées, des apéros, beaucoup de séminaires, des événements sportifs, des séminaires, des team building, des séminaires inter-équipes. Donc, des coffee meetings à distance quand on est en confinement ou en télétravail. Donc on essaie vraiment de créer ce lien avec les personnes. Et comme ce sont des personnes qui partagent les 6 valeurs, généralement il y a beaucoup d'amitiés qui se créent au sein de partout. C'est vraiment d'ailleurs assez beau à voir. Il y a plein de gens qui créent des amitiés très fortes et qui se voient en dehors du travail, qui vont en vacances ensemble, qui font des dîners ensemble et tout. Donc ça, je pense que ça c'est un élément essentiel de notre culture, qui fait que le moment où on a traversé une période difficile, je crois que c'était en 2017, on a eu un problème au niveau de notre produit, et du coup il fallait reconstruire la base de l'infrastructure technique. Ah oui. Donc ça veut dire zéro évolution pendant 6 mois, repartir de zéro. Et t'arrivais quand même à faire tourner il y avait beaucoup de choses qui étaient faites manuelles, du coup, et beaucoup moins automatiques. Ah donc, ça veut dire que l'équipe de relations clients, elle avait dû largement compenser les déficiences techniques par un investissement, mais surhumain sur la relation client. Donc, tout le monde est redevenu Thibaut, 24 ans, qui saisit des informations. Il y avait un peu de ça. Bon, en vrai, là, c'était pas toute la partie technique qui marchait pas, mais il y avait plusieurs aspects qui nécessitaient quand même des interventions humaines. Et là, justement, cette culture avec les liens forts entre les personnes, ça a été super utile, parce qu'il y a eu une entraide, mais magnifique. On a eu 0 départ à ce moment-là, alors qu'il y a des gens qui ont pris la marée. T'as des gens qui pourraient juste te dire, en fait, ça marche plus. J'ai pas envie de vivre ça. Pour caricaturer, tu vois. Ou même, tu sens que la boîte, je sais pas, est en perte de vitesse, que, tu vois, il y a aussi un côté, quand justement, ces gens qui viennent quand c'est en période de croissance, ils peuvent aussi vite partir quand ça va pas. Quand ça va pas, quoi. Non, là, il y avait j'ai eu le sentiment qu'il y avait une forme de dette de chacun envers l'autre. C'est-à-dire, voilà, t'es un collègue, je t'adore, et je vois que là tu prends lourd, et donc j'ai envie de t'aider. C'est pas le moment de partir, en fait, c'est justement dans les moments durs où on voit les vrais amis, où on voit les gens avec lesquels on a les liens le plus forts. Et du coup, comme tu le disais, je pense qu'on avait un moment très dur à ce moment-là,
Et là, clairement, la culture, elle a permis de faire face à ce moment très dur. Ouais, je vois tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait, il y a des vraies amitiés qui se créent, je sais partout. Enfin, du coup, j'imagine que je sais pas si ils ont un nom, les employés de partout. Non. Non. Okay, très bien. Ça m'évite de pas le savoir. Du coup, très bien. Mais en gros, toutes tes équipes, donc, ils passent du temps ensemble, j'imagine, comme tu disais, le week-end, etc. Comment t'as fait pour que ce soit un truc sain et pas un truc qui devienne toxique? Parce que, tu vois, c'est un truc qu'on peut observer dans certaines boîtes. En gros, on te vend une ambiance franche camaraderie, etc., qui va être l'excuse pour te dire, en fait, t'es obligé de venir en soirée une fois par semaine, sinon, c'est mal vu. On va t'écrire le week-end pour travailler, parce qu'en fait, comme on t'aurait écrit pour aller boire une bière, tu vois, les frontières peuvent s'effacer, et ça peut être un peu dangereux aussi, quoi. Je pense que la réalité, ça vient de la raison pour laquelle on a voulu mettre ça en place. Là, tu cites l'exemple de boîtes qui veulent mettre ça en place pour être plus productif, pour faire travailler davantage les gens. Ouais. Nous, la réalité, c'est que quand on a... Enfin, partout, au final, moi, quand je crée partout, l'objectif, c'était quand même de créer la boîte de rêve dans laquelle je voudrais travailler. Ouais, être entouré des personnes que je kiffe, avec lesquelles j'ai envie de vraiment passer du temps, avoir un cadre de travail qui soit vraiment génial, et venir un peu comme je suis pour notre truc de McDo. Et avec qui tu travailles ou pas? Non, on travaille pas avec McDo pour le coup. Bientôt. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, voilà. Et du coup, au final, voilà, c'est assez simple finalement. Les gens se disent, si j'ai envie de venir à une soirée, je viens. Si j'ai pas envie, je viens pas. Et c'est assez libre, quoi. Les gens sont libres. Et nous, on veut vraiment laisser aux gens le choix de bien répartir leur temps perso, leur temps pro, et d'avoir un équilibre très sain à ce niveau-là. Mais c'est eux qui décident où mettre la frontière. Alors nous, on pense que la frontière, elle doit être la plus mince possible, parce qu'en réalité, voilà, on a envie que les gens qui ont des projets à côté dans leur vie perso, ils les ramènent aussi au travail pour nous en parler, pour en discuter, voilà, qu'ils aient pas deux facettes d'eux-mêmes, mais que ce soit juste une seule et même personne, et qu'ils se sentent bien dans les deux univers, et que ils se sentent libres justement d'amener un peu de perso. Et c'est pour ça d'ailleurs là, dernièrement, on a mis des initiatives pour justement s'adapter aux nouveaux modes de travail. Voilà, on est conscient que maintenant les générations à venir, elles ont pas forcément envie de venir au boulot 5 jours par semaine, elles ont pas forcément envie de travailler à Paris 12 mois par an. Donc là, on leur autorise à prendre 3 jours de télétravail par semaine et 3 mois, de travail, n'importe où, où on veut, à condition que ce soit à maximum 3 heures de décalage horaire du bureau de référence pour éviter de se lever très tôt le matin ou tard le soir. Et là, pour le coup, ça aurait un impact négatif sur leur vie perso. Oui, quoi. Ouais, complètement, ouais. On n'a pas envie de travailler toute la nuit et de dormir la journée. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pas simple pour eux, en plus, au final, c'était une décision par rapport à ça. Et tu vois, ça c'est bien, je pense. Ça montre que on essaie vraiment de rendre aux collaborateurs ce qu'ils nous donnent en leur offrant la flexibilité dans la gestion de leur travail. Et d'ailleurs, ils peuvent gérer leur emploi du temps comme ils l'entendent. Voilà, s'ils doivent partir plus tôt, travailler chez eux pour récupérer un colis ou je sais pas quoi, ils sont libres de le faire, personne va les surveiller par rapport à ça. Mais par ailleurs, nous, on n'est pas une boîte full remote, tu vois, on est une boîte, on croit en la proximité, on croit dans le lien humain très fort, donc c'est pour ça qu'on incite quand même aussi les gens il faut quand même qu'ils reviennent un petit peu, on essaie de créer du lien, on veut passer du temps avec la personne, on veut apprendre à la connaître, on veut créer des liens, quoi. Tu vois, c'est une réflexion que j'ai en tant que je te parle, mais je pense qu'en fait le fait que tu aies créé cette culture, que tu aies formalisé ce cadre, en fait, ça te permet, toute la puissance de l'intention que tu avais quand tu as créé partout, de créer la boîte dans laquelle tu aurais toujours voulu bosser, c'est génial. Mais tu vois, il y a aussi le côté de l'enfer et pas les bonnes intentions. Si toi tu as cette intention, que tu crées ce truc-là, et que derrière tu as des managers, etc., qui s'en servent de la mauvaise façon, ça peut être horrible, quoi. Et justement, ta culture te permet en fait de filtrer ça et de rester en phase, même à 200, même à 300, avec ce que toi tu voulais au départ, quoi. Exactement. De toute façon, les valeurs et la culture de manière générale, ça définit aussi qui est promu. Ouais. Et qui devient manager en réalité. Comment ça marche? C'est vraiment un truc que t'as objectivé? Non, mais c'est-à-dire que voilà, si quelqu'un n'incarne pas les valeurs, il y a zéro chance pour qu'il soit manager en fait. Parce que nous, un manager justement, il doit parfaitement transmettre la culture de la boîte. Et donc on doit être en parfaite adéquation avec lui. Donc ça, c'est vraiment un critère aussi qui est important pour nous, et ça nous permet d'éviter pas d'éviter, mais de contrôler justement cette saine propagation de l'état d'esprit de partout, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, et du coup, un truc pour toi qui a pas forcément dû être évident, du coup, tu crées une boîte dans laquelle tu veux que les gens puissent devenir amis. En même temps, t'es un peu le boss, quand même. Comment t'as géré ça? Comment est-ce que ta posture, en fait, de CEO ou de manager, ou appelle-le comme tu veux, a évolué au fur et à mesure de l'avancée de partout?
Alors mon poste, il a pas mal évolué. Bon, déjà l'objectif, c'était pas que les gens deviennent amis, mais c'était de laisser la possibilité aux gens de devenir amis. Donc ils ont le choix, mais au moins ils sont avec des gens avec lesquels ils ont naturellement envie de créer du lien, quoi. Après, donc moi je suis très proche de plein de gens chez Partout et j'ai plein d'amis au sein de l'entreprise. Et c'est vrai qu'à mesure que la boîte se développe, je pense que la perception de certains de mon rôle est différente, et donc ils ont peut-être le sentiment que je suis moins accessible, mais j'essaie de tout faire pour le rester le plus possible. Typiquement, chaque nouveau, je lui parle 5 minutes pour parler un peu de sa vie, qui il est, pourquoi il a décidé de nous rejoindre, c'était quoi son histoire dans le passé, de quelle boîte il vient, quelles sont ses expériences et tout ça. Donc ça me permet aussi de créer un peu de lien avec les nouvelles personnes dans l'entreprise. Et après, j'essaie de passer vraiment du temps à aller voir chaque équipe, à comprendre comment ils travaillent, à aussi être au plus près des problèmes pour savoir comment ça se passe et garder ce lien. Et après, mon rôle, il a évolué en effet parce que avant, c'était quand même un peu homme à tout faire en quelque sorte. Tu fais la compta. T'as quand même commencé en allant voir des commerçants et en vendant tes prestations, quoi. Tu fais vendeur, relations clients, support, ressources humaines, finance. D'où l'apprentissage incroyable de l'entrepreneuriat. Et donc oui, là, en effet, t'apprends beaucoup de choses et c'est intéressant. Et là, maintenant, le rôle est différent. Je dirais que il est différent, et d'ailleurs, il se réinvente. J'ai l'impression, il y a plein de stades, presque tous les ans, finalement, il y a des nouveaux enjeux et il faut redéfinir ce poste-là. Pour moi, il y a un enjeu déjà de vision qu'il y avait moins avant. C'est-à-dire, les gens, maintenant, quand ils rejoignent Partout, j'ai l'impression qu'ils veulent savoir où on va, c'est quoi notre stratégie, qu'est-ce qui va faire qu'on est différent des autres acteurs, comment on va aider les magasins. Et donc ça, c'est important d'avoir ça au clair, parce que si c'est pas au clair pour le CEO, ce sera pas au clair pour les autres, et du coup au bout d'un moment ils comprendront pas très bien c'est quoi le but de tout ça, quoi. Donc ça, c'est un premier aspect. Après, je pense qu'il y a la communication qui est essentielle, que ce soit interne ou externe, mais typiquement en interne, c'est expliquer aux gens. Tu fais des podcasts. Voilà. Exactement, un podcast, c'est une bonne occasion de communiquer. Mais en interne, tu vois, c'est dire aux gens voilà pourquoi on a pris telle décision, voilà pourquoi on fait cela, voilà pourquoi on n'a pas fait ça, etc. Et en fait, tu les embarques un peu dans les choix de la boîte, et ça rend je trouve tout le processus beaucoup plus vivant. Ils se sentent du coup beaucoup plus ouverts pour te poser des questions, te challenger certaines décisions, et c'est vachement constructif. Après, je pense qu'il y a cette notion aussi qui moi m'est très chère et que j'aime beaucoup, c'est la notion de tester. Tester des marchés, tester des zones géographiques, tester des nouveaux produits, et donc faire un peu l'explorateur comme au tout début de l'entreprise pour identifier peut-être des opportunités et ensuite en faire des entités à part entière ou des vraies divisions structurées de la boîte. Ça, c'est un point important. Après, je pense que partie de mon rôle, c'est quand même aussi de m'assurer que les gens ils aient un cadre de travail où ils puissent être bien travailler et aussi être productifs et efficaces, quoi. Donc ça passe justement par tout ce dont on a parlé, le télétravail, le fait de pouvoir travailler 3 mois à l'étranger, c'est le fait d'avoir des nouveaux bureaux. Là, on est dans des bureaux aujourd'hui qui, pour être franc, sont pas terribles, mais justement les nouveaux ont vocation à être beaucoup mieux et créer un cadre de travail qui soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est important. Après, il y a évidemment la partie recrutement aussi, c'est un rôle important quand on est CEO, parce que t'es encore impliqué dans les process, toi, de recrutement. J'imagine pour le top level, entre guillemets, oui. Mais même dans beaucoup je fais quand même beaucoup d'entretiens et beaucoup de recrutement. Souvent, j'arrive en fin de process, tu vois. Ouais, toujours l'entretien avec le fondateur à la fin. Pas pour tous les postes, mais tu vois, dès qu'il y a un doute, une incertitude de la part de certaines personnes, et à ce moment-là, j'interviens. Et après, il y a les rôles structurants, des personnes qui vont avoir beaucoup de responsabilités et qui vont permettre de... Tu vas travailler avec, sûrement. Donc, Et ceux avec lesquels je vais travailler, là, évidemment, c'est assez important. Et non, et voilà, je pense que c'est à peu près de ça qu'est composé mon rôle aujourd'hui. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, t'as des entrepreneurs qui vont être très bons dans une phase qu'on peut appeler une phase de build, une phase d'exploration, dont tu parlais, et assez vite, tu vas arriver sur une phase de structure, puis une phase de run, quoi. Et t'as des entrepreneurs qui peuvent s'ennuyer, en fait, dans cette phase-là. Toi, c'est quoi le truc qui t'a toujours donné un peu le feu sacré, pour passer à travers toutes ces étapes, du début où tu t'amuses et tu vas chercher les trucs avec les dents et tu es à fond dedans, à ce moment où t'es beaucoup plus en train de processer, de structurer, de mettre des briques et construire des fondations solides pour aller encore un peu plus loin, quoi. Bon, déjà, de manière naturelle, j'ai beaucoup plus d'appétence pour la création, l'incertitude, donc plutôt le fait d'être pionnier et tester de nouvelles choses, quoi. Mais au final, je pense que ce qui m'a toujours animé, c'était la valeur qu'on apportait à notre marché. Enfin, c'était le côté on aide les magasins, notre produit a du sens et il y a vraiment un impact positif, et donc faut faire le taf pour avoir
aider le plus de magasins possible. Je pense que c'était ça en réalité qui m'animait. Et après, évidemment, il y a quand même cette notion de le potentiel, tout ce qu'on peut faire, la boîte qu'on peut créer. Et la boîte qu'on peut créer, c'est évidemment une réussite personnelle, enfin tu vois, dont je suis très fier. Mais après, c'est au-delà de ça, pour moi, c'est une chance pour créer un environnement de travail où les gens ils puissent vraiment s'épanouir et surtout utiliser le monde des affaires pour inspirer. Plus on grossit, plus on est regardé. Et plus on est regardé, plus c'est l'occasion d'envoyer des messages forts. Et donc typiquement dans notre politique RH, là on est en train de vraiment essayer de travailler sur la dimension écologique et essayer d'avoir un impact le plus minimum possible dans notre quotidien. La dimension sociale aussi c'est important. Et on est en train justement de renforcer les équipes pour s'occuper de cette partie-là. On veut vraiment essayer de se dire ok, il y a un monde qui a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux de manière générale. Et nous, avec l'entreprise, on pense qu'on peut justement prendre des bonnes décisions et essayer de communiquer dessus pour que d'autres personnes les voient et peut-être que ça déclenche un effet domino positif. Tu vois. Besoin d'être une boîte, enfin impact by design. Parce que partout en l'occurrence, oui, il y a cette volonté d'aider les commerçants, etc. Mais t'es pas une boîte. Je pense j'ai l'exemple de Phoenix qui me vient en tête. Eux, ils luttent contre le gaspillage alimentaire. Il y a un impact écologique qui est direct. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu peux avoir un impact sans être forcément une boîte qui a un business model d'impact intrinsèquement, quoi. Oui, je pense notamment à Patagonia, c'est un bon exemple. Patagonia, ils font des vêtements. Par définition, les vêtements, ça pollue. Et t'as beau faire tout ce que tu veux, ça polluera toujours. Et les gens se rachètent des vêtements en plus régulièrement. Mais voilà, ils essaient d'avoir un impact le plus réduit possible, ils essaient plutôt d'encourager les gens à acheter le moins de vêtements possible et à faire des vêtements solides pour qu'ils puissent les garder 20 ans. Et eux, je trouve qu'ils représentent parfaitement ce qu'on veut essayer de faire, nous, chez Partout. D'accord. Et du coup, tu le vois par donc le côté, c'est le côté inspiration qui te permet d'avoir cet impact-là. Est-ce que tu vois autre chose ou pas dans la manière dont tu vends, la manière dont parce que tu me parles de Patagonia, du coup, qui vend un peu à rebours de ce qu'on attend d'une marque de fringues. Achète-moi le moins de choses possible, surtout, quoi. C'est un truc comment tu prends en compte, toi, ça, chez... Nous, c'est plus dans notre quotidien, je pense, la manière dont, déjà, on encourage les personnes à porter des initiatives sociales et environnementales, la manière dont on les soutient. Nous aussi, les actions qu'on prend dans nos bureaux, et les décisions qu'on va prendre, tu vois, plus que dans notre produit, parce qu'en réalité, notre produit, c'est un logiciel en ligne, donc pour le coup, à l'inverse de Patagonia, il n'y a pas de t'es assez dématérialisé. Physique, c'est dématérialisé, donc la dimension écologique est un peu plus réduite, quoi. Je vois tout à fait. Mais tu vois, enfin c'est idiot là. Mais t'es pas obligé de forcément sur l'écologie, hein, tu peux être sur sociétal aussi, tu vois. Non, mais les deux nous intéressent. C'est vrai que moi j'ai une appétence particulière pour la dimension écologique et là récemment on a cité le café, le thé, c'était bio, le papier, c'est du papier recyclé maintenant. Quand quelqu'un prend un avion, enfin pour justement aller voir un client ou aller voir un bureau, on a une compensation carbone, c'est-à-dire que tu dois dire c'était quoi le trajet que t'as fait, et nous en tant qu'entreprise on paye une forme d'amende entre guillemets qui est reversée à l'association Yann Bertrand justement, donc à chaque fois, et après on travaille avec une entreprise qui s'appelle Idyll Garden, dont je suis actionnaire, c'est partie des entreprises que j'ai créées justement, mais Idyll Garden c'est des distributeurs ou des frigos connectés que tu mets dans ta boîte, et c'est des plats qui sont faits vraiment la chaîne de valeur est la plus responsable possible du début à la fin, donc ils essaient de travailler de bien connaître les agriculteurs, les producteurs et de voir comment ils cultivent de manière générale, et après les prestataires jusqu'à la livraison, le lavage des bocaux, ils essaient de faire attention à tout ça. Alors pas encore parfait, mais leur ambition c'est de faire un truc ayant un impact le minimal, plus réduit possible, voire même positif. Et du coup ils ont le côté cuisine connectée, ou je sais pas comment tu peux le dire, frigo connecté, qui te permet en gros d'être la bonne gestion de tes flux pour éviter d'avoir des invendus, et du coup ils contrôlent les invendus en effet, exactement. Ok, super cool. Super cool. Ok, c'est hyper intéressant. Et alors, on va complètement changer de sujet. Il y avait un autre qui m'avait intrigué chez Partout. En fait, tu vois, quand j'ai voulu écrire à Partout, quand j'ai tapé CEO Partout, le premier qui est sorti, c'est Thibaut Renouf, du coup, l'autre CEO de Partout. Donc, ne m'en veux pas de lui avoir écrit en premier. Il est plus visible sur Internet. Ouais, je crois qu'il poste beaucoup sur LinkedIn ou je sais pas quoi. Mais, enfin, bref, du coup, il m'a redirigé vers toi. Mais donc, du coup, t'as créé Partout tout seul. Ouais. Vous êtes 2 CEO aujourd'hui. Comment ça s'est passé et comment ça marche? En réalité, la transition est pas mal parce que ça reprend une des questions que t'as dit, qui était comment au début tu crées et t'es dans l'incertitude et l'inconfort, et après la boîte se structure, et là comment tu trouves la motivation pour justement consolider. C'est un peu en lien justement avec ça, parce que moi fin 2016 début 2017
j'ai ressenti le besoin d'avoir un directeur des opérations justement pour rendre les choses beaucoup plus stables et faire en sorte que on ait qu'on ait des fondations solides pour pouvoir accélérer sur toutes les opérations de manière générale. Et donc je suis parti en recherche d'un directeur des opérations, j'ai rencontré Thibaut Renouf et il y a eu un super bon fit, et donc il nous a rejoint au sein de Partout. Donc justement, lui, il était plutôt en charge, tu vois, de mettre en place les bons process, les bonnes structures, etc. Pourquoi t'avais pas forcément d'appétence ou plus d'appétence en tout cas à ce stade-là? Et du coup, je me sentais moins bon que sur la partie création typiquement, tu vois, et je sentais que j'étais peut-être pas suffisamment bon par rapport à ce dont la boîte avait envie et avait besoin, pardon. Et du coup, il nous a rejoint en 2017. Et en 2019, on s'est posé et on s'est dit que finalement la partie création avait évidemment beaucoup d'importance, mais que la partie faire en sorte que la croissance soit pérenne, elle était tout aussi importante, et donc ça faisait sens d'avoir un partage de position avec 2 CEO. Et c'est très très particulier, et tu vois, typiquement je le recommanderais pas à plein d'autres boîtes, c'est que nous on est vraiment très très complémentaires, on s'entend super bien, on a chacun notre zone d'expertise et on arrive à bien partager les tâches. Donc moi, tu vois, je développe la croissance et lui, il la rend pérenne, grosso modo. Ouais, c'est assez génial. Parce que, enfin, pour toi, ça doit quand même être du coup, ça n'a pas été un effort, puisque vous m'entendez bien, mais vu de l'extérieur, tu vois, ça demande quand même une certaine humilité et une vraie dévotion à ta boîte, au sens où tu vas vraiment faire ce qui est le mieux pour ta boîte, alors que tu pourrais avoir un réflexe un peu possessif avec, quoi. C'est pas évident de lâcher le titre de CEO d'une boîte que t'as montée entre guillemets seul. Bah, je pense que là, ça rejoint la simplicité qui est l'une de nos valeurs. C'est le côté, on s'en fiche des titres sur LinkedIn ou les signatures de mail. L'idée, c'est d'avant tout de travailler à l'impact que peut avoir Partout et au succès de l'entreprise. Donc là, ça faisait sens, c'était évident, et c'est arrivé assez naturellement, quoi, finalement. Ok, c'est génial. Alors du coup, donc, toutes ces ambitions de Partout, tout ce que t'as réussi toutes ces structures, pardon, que t'as mis en place pour cette ambition-là, du coup, en fait, Partout maintenant, tu veux le voir arriver où? C'est quoi ton ambition, je sais pas, à 10 ans pour Partout, ou ces questions d'entretien d'embauche, vous voyez où dans non, nous vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est l'application de référence utilisée par les magasins dans le monde pour développer leur activité avec Internet. Donc ça veut dire que notre produit doit être très complet et qu'on soit un peu le seul endroit qu'un magasin, la seule plateforme qu'un magasin va utiliser pour développer son activité avec Internet, parce qu'ils en ont marre d'avoir plein d'outils pour faire plein de trucs. On veut être le truc central. Et après, c'est une ambition qui est mondiale. Donc là, ça veut dire justement avoir stratégie de conquête géographique qui soit assez intense, ouvrir pas mal de pays et essayer d'avoir le plus d'impact dans chacun de ces pays en équipant le plus de commerçants possible, quoi. Ouais, t'as presque un vrai, on va me parler des guillemets, mais t'as presque un projet poétique derrière ça. En fait, si on te prend dans cette ambition-là, ton concurrent principal, c'est Amazon, quoi. Qui va tuer les magasins, quoi. C'est un de nos concurrents, pour le coup. Mais c'est ton concurrent, mais plus ou moins indirect. Ouais, parce qu'ils vont pas utiliser la même complètement indirect, mais c'est vrai que c'est pas de la même manière d'apprendre. Bon, après, Amazon a plein de vertus super positives pour acheter certains produits, c'est très pratique, etc. Mais c'est vrai que nous, on croit en l'âme des magasins et de l'expérience en point de vente de manière générale. On pense que c'est un endroit où tu crées du lien social avec les gens, tu vois, tu te retrouves avec des personnes que t'as pas l'occasion de croiser dans d'autres circonstances. Tu peux créer un lien avec le directeur du commerce, tu vois, quand t'as ton boucher ou je sais pas, ton fromager qui te reconnaît, c'est quand même trop bien. Un peu différent que de commander ton fromage sur Amazon, j'ai pas fait voilà, jamais fait encore ça. et en fait, même je pense c'est plus de manière, c'est vrai que je rejoins un peu le côté politique, mais de manière sociétale. Tu vois, t'as Amazon, t'as Deliveroo, t'as Uber Eats, t'as Netflix, t'as Tinder, t'as tout un tas d'applications qui sont certes pratiques parce que plus rapides, mais qui cassent un peu le lien social, où finalement ça isole les personnes, tu les rencontres moins. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que les gens ils aillent en boutique, quoi. Parce que on est convaincu que ça c'est bien pour la société, quoi. Tu parles à d'autres personnes, tu découvres et tout. Alors du coup, question toute bête. Il y a deux questions qu'on veut te poser tout le temps. La première, c'est avec ce que tu me racontes sur on veut que les gens aillent en boutique, se rencontrent, etc. Je pense que tout le monde a des petites papillons dans le ventre en t'écoutant, surtout en ce moment, parce qu'on enregistre du coup à une période où on n'a pas trop le droit de faire ça. Mais du coup, est-ce que t'as pas trop pris un énorme coup dans ton activité là, depuis 2 ans? Puis évidemment non, parce que tu recrutes dans tous les sens. Mais comment t'as géré ça? Non, en réalité, parce que personne ne cherche les magasins pour y aller, quoi. Du coup, il y a un nouveau comportement qui s'est développé, c'est le click and collect. Tu vois, typiquement, tu veux manger un burger dans un restaurant, tu vas chercher sa fiche sur Google, et là, tu vas avoir le lien qui te permet de commander sur Uber Eats ou sur son site internet directement. Donc,
les gens continuent quand même à passer par Google pour chercher un établissement, et après les établissements, les magasins se sont adaptés pour permettre du click and collect, de la commande en ligne, ce genre de choses, et s'adapter aux nouveaux usages. Donc nous, au final, l'impact sur notre activité, il a été assez réduit. On a une croissance un peu moins importante que ce que nous avions prévu en 2020. Tu vois, je crois qu'on était début 2020 à 4 millions d'euros d'ARR, donc de chiffre d'affaires grosso modo. Et je crois qu'on voulait arriver vers 8 millions 5, 9 millions. On est arrivé à 8 millions. Et c'est justement pour ces raisons-là, parce que on voyait que les gens, quand il y a eu le premier confinement, ils étaient incapables de prendre une décision. Ouais. Ils savaient pas quand ça allait réouvrir. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. C'était quoi la suite et tout ça. Donc là, t'as plus eu un manque d'engagement de la part des personnes qui avaient du mal à se projeter qu'un manque d'intérêt. Parce qu'en réalité, même si les gens achètent en ligne, et ils vont continuer dans tous les cas à le faire, et ben, leur parcours d'achat, il est quand même je vais chercher mon établissement, mon magasin, et ensuite je vais acheter en ligne. Et en plus, il y a de plus en plus de personnes qui se détournent des plateformes comme Deliveroo, Uber Eats. Tu vois, les restaurateurs, ils sont super mécontents parce que ils prennent une commission énorme, et donc ils veulent essayer de s'affranchir un peu de ces plateformes-là. Et une manière de s'affranchir, c'est de développer sa présence sur les sites qui te prêtent pas de commission, donc sur Facebook, sur Insta, sur Google. Et c'est là-dessus où nous on travaille finalement. Donc notre ambition, c'est aussi en quelque sorte de les aider à s'affranchir de ces plateformes, et encore une fois de les aider en pouvant conserver plus de marge que ce qu'ils auraient en vendant leurs burgers sur Deliveroo, tu vois. Ouais, bien sûr. Et alors, justement, ma deuxième question qui doit encore revenir assez souvent, Amazon s'intéresse quand même de plus en plus au retail. Je crois qu'ils ont racheté Whole Foods, si je dis pas de bêtises, il y a quelques temps. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais, j'avais pas de dire une grosse bêtise. Du coup, ils commencent à aller chercher ça aussi. T'as pas peur, entre guillemets, que un Amazon ou un autre, vienne juste, faire ton business, très rapidement parce qu'ils ont les capacités d'exécuter à peu près n'importe quoi hyper vite, et viennent te concurrencer sur ce terrain-là? Non, pas vraiment, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est que la manière dont on le représente, c'est qu'il y a une vague. C'est la vague des GAFA. T'as Google, t'as Facebook, t'as Apple, t'as Amazon, qui tous mettent en place des initiatives pour que les commerçants puissent utiliser leur plateforme afin de vendre ou afin de se rendre visibles. Et nous, notre métier, c'est de surfer sur cette vague et de prendre toutes les innovations des GAFA et de les centraliser sur une plateforme, pour que les magasins, ils aient qu'une seule plateforme pour tout faire. Mais tu vois, au final, Google et Facebook, ils veulent pas collaborer entre eux, ils veulent pas faire ce lien. Bien sûr. Nous, voilà, on n'a pas de parti pris, on fait le lien, et notre vocation, c'est de la planche de surf du commerçant, quoi. Exactement, ouais, ça. Je vois bien, ouais. On a une slide, justement, avec une vague et une planche de surf. Trop bien. Et un autre challenge que t'as déjà, mais que tu vas avoir encore plus, du coup, c'est le challenge d'aller à l'international, d'ouvrir des bureaux là-bas, d'avoir des équipes là-bas. Parce que comme tu le disais, c'est pas un truc que tu peux tout faire depuis Paris, que t'es décentralisé, digital, etc., mais t'as quand même beaucoup de customer success que tu fais du coup sur place. Pour revenir au sujet de ta culture, comment tu fais pour qu'elle se perde pas dans d'autres pays? Est-ce que tu laisses une marge pour qu'il y ait une culture avec certains particularismes qui existent dans les autres bureaux de partout, ou est-ce qu'à l'inverse t'as un modèle qui est vraiment imposé, et c'est peut-être que ce soit au Brésil, en Espagne, en France, ou je sais pas où tu seras demain, c'est pareil, quoi? Non, pour le coup, là, on est vraiment d'autant plus vigilant sur le fit culturel avec les personnes qu'on recrute, qui vont nous représenter dans ces pays, notamment le country manager, qui est la personne qui va recruter son équipe, les former, etc. On veut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit 100% aligné avec nous, et pour l'instant, on a pris les bonnes décisions à ce niveau-là. On n'a pas eu de vrais problèmes culturels à l'étranger. On a vraiment été si vigilant et aussi présent, tu vois. On y va souvent. Ouais. Typiquement en Espagne, on a nos opérations pour le marché espagnol et italien, donc on a entre 20 et 30 personnes là-bas. Là, on essaie de faire en sorte que tous les mois, il y ait une personne qui s'y rende pour s'assurer que ça se passe bien. Et c'est ce qu'on veut essayer de reproduire aussi dans les autres pays. Après, les autres pays où nous sommes, donc t'as l'Inde, t'as le Mexique et le Brésil. Là, c'est des bureaux où il y a très peu d'opérations, t'as peu de personnes, tu vois, t'as 1 ou 2 personnes. Donc du coup là, l'impact culturel, on le mesure moins, parce que finalement on est en discussion hebdomadaire avec la personne sur place, quoi. Ok, ouais, tout à fait. Et du coup t'as pas eu la tentation de faire ce que font justement les GAFA, tu vois, t'as des espèces de market team, t'as la team marché français, la team marché irlandais, parce qu'ils sont tous à Dublin, et que t'as régulièrement des gens qui vont à Dublin bosser là-bas pour le marché français, de mettre toutes tes équipes au même endroit et de faire venir des gens de partout. Non, parce que en fait, on est en train de revoir un peu notre modèle. C'est-à-dire que avant, notre modèle de croissance à l'international, c'était on identifie un pays où il y a un potentiel, on recrute une personne et on va la mettre dans ce pays, sauf si elle y est déjà.
Et là, elle va explorer le marché et essayer de valider ce marché. Rêver, quoi. Ça, on l'a fait, c'est tout comme ça qu'on a fait jusqu'alors. Mais il y a quelques mois, on a commencé à tester le fait de vendre depuis Paris à l'international pour tester des marchés. Et en fait, c'est plus cette approche-là qu'on va privilégier, c'est-à-dire on teste des marchés maintenant. On va garder les personnes qui sont localement présentes, mais pour les nouveaux pays qu'on veut ouvrir, on va tester depuis Paris. Et après, dès qu'il y a un peu de revenus, de traction, etc., là, recruter une équipe, mais déjà assez conséquente, pas une personne toute seule. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que être seul en Inde ou au Mexique, t'as plutôt intérêt entre le décalage horaire qui habite déjà seul, là-bas et qui connaît le pays, quoi. Enfin... Ouais, évidemment, c'est sûr. On essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait un lien avec la culture européenne au moins. Tu vois, pour qu'on arrive à communiquer, à se comprendre, etc. Mais tu vois, quand t'es seul au Mexique, que t'as un décalage horaire de, je sais pas, t'as 8 heures ou 9 heures au Mexique, comme ça. Et c'est super dur, en fait. C'est vraiment trop difficile. Donc c'est pour ça qu'on veut prendre une équipe maintenant, valider le marché. Surtout que ça marche pas forcément, comme tu dis. Enfin, c'est quand on voit quelqu'un tout seul avec sa machette, entre guillemets, explorer le pays, ça marche pas. Et pour lui, si ça marche pas, c'est horrible, quoi. Parce qu'il est tout seul à l'autre bout du monde. C'est une période, je pense, où t'as beaucoup de travail qui est important, tu vois. Alors, si ça marche pas, mais, tu te racontes des histoires terribles dans ta tête, quoi. Ouais, c'est très dur. Mais en plus, là, la période actuelle, le country manager, tu vois, au Mexique et en Inde, ils sont jamais venus dans les bureaux de partout. Parce qu'on pouvait pas. Bah oui. Qu'on les a recrutés en début d'année, donc, là, voilà, ça fait 4 mois qu'ils sont seuls et qu'ils ont jamais vu physiquement leurs collègues, donc, ils sont vachement courageux, je trouve. Ouais, carrément. Mais du coup, encore une fois, c'est bien d'avoir des gens qui sont résonnants avec toi et ta culture. Ça te permet aussi de gérer ça plus facilement, tu vois. Et tu comprends beaucoup mieux, tu vois, t'as une forme de simplicité dans la discussion et l'échange, qui est quand ça va pas, on se le dit, quand cela va, on se le dit, quand ils ont besoin d'aide, enfin, moi je trouve que ça se passe vraiment bien. Mais voilà, en tout cas, pour eux c'est dur, je pense, et donc on s'est dit, maintenant, pour eux et pour nous en fait, donc on va plutôt prendre des personnes qui vont développer les marchés depuis Paris, et ensuite, dès que le marché est intéressant, on prend une plus grosse équipe, et là, ce sera c'est une logique très test et itération, au final, qui est très en lien avec ce que tu me disais depuis le début, quoi. Ouais. Bah, écoute, c'est super cool. Alors, pour la fin, j'ai juste 2 conseils à te demander. Le premier, c'est, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à toi-même au moment où t'as créé Partout à 24 ans? Je me donnerais comme conseil, c'est une bonne question. Je pense que je me donnerais comme conseil de plus réfléchir à la vision de la boîte, parce qu'en final, tu vois, là, ce qui ressort de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est beaucoup autour d'aider les magasins que j'ai pas mal martelé. Ouais. Mais en réalité, c'était ce que je voulais faire au début de Partout, mais tu vois, j'avais pas un plan très clair, et donc je pense que je le communiquais pas forcément assez bien aux collaborateurs. Okay. Et donc ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai compris l'importance de ça. Et si c'était à refaire, tu vois, je travaillerais beaucoup plus là-dessus, sur ma communication auprès des autres, de la direction qu'on prend, etc. Et après, aller plus vite dans certaines décisions. Tu vois, typiquement, il y a des décisions un peu dures. Se séparer d'une personne, c'est jamais facile, on en a parlé tout à l'heure. Mais en réalité, tout le monde y gagne quand tu prends ce genre de décision beaucoup plus rapidement. Et ça, maintenant, je le sais, mais... un certain nombre d'histoires dans ta tête, même par rapport à la personne que t'es, j'imagine, tu vois, que tu dois te trouver un peu horrible, quoi. Enfin, la première fois que ça t'arrive. T'as envie de donner la chance à la personne, de persévérer autant que possible, de vraiment investir beaucoup d'énergie, des fois, dans la relation pour que ça marche, mais parfois, tu le sens que ça va pas marcher. Et c'est pas forcément de ta responsabilité à toi. Et c'est pas forcément du tout de ta responsabilité, mais moi, maintenant, je suis plutôt d'avis de... Quand tu le sens pas dans les trucs, enfin tu vois, il faut sentir les trucs dans tes trucs, grosso modo, quoi. Quand il y a un truc, tu sais que ça va pas bien se passer, faut être assez rationnel, prendre du recul et pas se mentir à soi-même, quoi. Ce qui est un vrai apprentissage à faire, pour le coup. Ce qui est un vrai apprentissage à faire, et c'est pas facile. Et alors du coup, deuxième conseil, qu'est-ce que tu conseillerais cette fois à un autre fondateur qui hésite à travailler sur sa culture entreprise? De pas hésiter. C'est parfait. C'est très concis, très précis. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Thibaut, si ça te va, c'est un bon mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très sympa. Merci à toi, et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent@beharmonist.com. C'est vincent@b-harmonist.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.